bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, soyez bienvenus dans ce nouveau Facebook Live de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Laurent Frédéric Bollet, bien évidemment, ravi de vous retrouver. C'est vrai que j'ai toujours aimé cet exercice qui nous fait nous retrouver en direct entre les fidèles. Je vois que Jérémy Gégé est déjà là, donc là, si c'est pas un fidèle, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc vraiment, merci à vous, les amis. Et puis, bah, écoutez, oui, les précédents Facebook Live de l'Afterlap ont souvent été la source de belles discussions et d'avis intéressants. Et donc, bah, c'est vrai que j'essayais de trouver une nouvelle thématique éventuellement pour vous retrouver. Salut Alban Borzakilo qui est avec nous. Et donc, bah, la sortie, c'est vrai que de ce documentaire sur Netflix consacré à Michael Schumacher m'a un petit peu titillé et je me suis dit que ouais, là j'avais peut-être des choses à vous dire, à la fois bah, évidemment sur le pilote, l'homme, le personnage Schumacher, et puis bah, comme j'ai eu le privilège un petit peu de couvrir la Formule 1 dans les années 90, bah oui, forcément j'ai quelques souvenirs peut-être à vous confier concernant donc Michael Schumacher. Donc c'est ce que je vais faire là pendant une grosse demi-heure. Bon, je vais pas vous retenir évidemment toute la soirée parce que je crois qu'on est d'ailleurs tous pareils. On attend dans moins d'une heure maintenant d'aller voir l'IndyCar à Laguna Seca. Hein. Bah oui, bah moi aussi, je vous cache pas que j'irai la regarder cette course d'IndyCar qui m'intéresse. Donc voilà, c'est histoire de passer un petit moment ensemble. Et puis bah traditionnellement, je vous publie un épisode nouveau de l'Afterlap tous les lundis. Hein. Bon bah là, c'est dimanche soir. Voilà, histoire de bien terminer le week-end. Et bah écoutez, j'espère que ça vous ira. Bon, en tout cas, vraiment, oui, ceux qui sont là, bah, mon ami Maxime Potard qui est avec nous, mon fidèle complice de notre talk vidéo et audio qu'on fait une fois tous les 15 jours, Green White Checker. Ben, je te salue bien bas, Maxime. Bonsoir à David Reb Vorman qui est là, qui est là aussi. Je voudrais juste dire un petit merci à mes consultants. Vous avez remarqué qu'on a réussi à fédérer quelques bonnes volontés dans l'Afterlap et des amis qui me font l'honneur de m'accompagner régulièrement au cours des épisodes pour m'apporter leur analyse, leur expertise. Donc ils sont au nombre de 4. Alors Maxime Potard, je l'ai déjà signalé via, on va dire, la déclinaison Green White Checker. Mais par rapport à l'Afterlap même et aux épisodes, bah, je remercie évidemment beaucoup Jean-Philippe Doré, mon ami spécialiste de l'endurance, qui vient avec moi dès qu'il est question globalement du Mans. Je remercie beaucoup Guillaume Lafay, qui est notre expert WRC, qui est un ingénieur qui a travaillé sur le terrain et qui a un regard très pertinent sur la discipline. Et je remercie tout particulièrement Tristan Gomandi, bien sûr, un qu'on ne présente plus. Vous savez que Tristan a quand même gagné le Grand Prix Macao F3, qu'il a fait une pole en Champ Car dans sa carrière, qu'il a été aux portes de la F1 pratiquement, que c'est un pilote d'endurance qui a fait podium au Mans, au général, hein, faut-il le rappeler. Et donc, bah, merci vraiment, un grand merci à Tristan Gomandi, qui est mon expert F1 et qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Vous savez que tout ce qui se passe en F1, c'est vrai que c'est pas mal. Et donc, Tristan, je le félicite au passage parce qu'aujourd'hui, dimanche 19 septembre, avait lieu la manche ELMS à Spa-Francorchamps. Je ne sais pas si vous connaissez le résultat. Victoire de WRT, donc qui confirme vraiment son année exceptionnelle, hein, l'équipe belge. Avec notamment un Robert Kubica qui a gagné en Belgique, super. Mais donc Tristan, avec ses deux coéquipiers René Binder et Memo Rojas, s'est classé deuxième. Deuxième à Spa, 5 secondes du vainqueur. Donc formidable succès, un beau podium bien mérité. Donc je félicite en votre nom à tous, je n'en doute pas, Tristan qui fait donc une très très belle course aujourd'hui à Spa et que normalement on devrait retrouver la semaine prochaine dans l'Afterlap lorsque j'irai lui demander son avis sur le Grand Prix de Russie qui sera donc la prochaine course. Bon, alors on va aller dans le vif du sujet. Je vous avais promis un spécial Schumacher. Donc allons-y. Michael Schumacher, personnage pour le moins controversé, j'ai envie de dire ça, avec effectivement quand même plusieurs facettes, là je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Moi je l'ai ressenti à l'époque et je crois que ce documentaire Netflix le montre bien et d'ailleurs ça fait tellement partie du personnage que c'est même évident, c'est obligé de voir ça comme quelqu'un qui a plusieurs visages. Alors ce documentaire, moi, les documentaires Netflix, je vous cache pas que je suis un peu réservé à la base. Alors, je parle de la F1, hein, et je parle notamment de la série Drive to Survive, là, avec toutes ces 4 épisodes, si j'ai bien compris, qui ont été diffusés sur les coulisses de la F1 actuelle. Bon, bah moi, je vous le dis franchement, j'en ai vu aucun épisode. Alors, je suis pas loin de penser que c'est peut-être une faute professionnelle de ma part, que j'aurais dû regarder, oui, que je devrais regarder pour avoir un avis.
Bon, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'effectivement, j'ai craint une scénarisation à outrance, j'ai craint une réalité un peu transformée, un peu fabriquée. Bon, je vous cache pas que je suis pas abonné à Netflix, mais que j'ai récupéré vaguement l'abonnement via ma fille. Bon, voilà, je vous dis tout. Bon, donc c'est vrai que j'ai pas pu aussi à l'époque vraiment bien regarder parce que j'avais vraiment pas accès à Netflix. Là, Schumacher, je l'ai regardé effectivement via le compte de ma fille, on est d'accord. Alors j'ai eu envie en revanche de regarder tout de suite le documentaire sur Schumacher, parce que là, ça allait au-delà d'une mise en scène, et effectivement, je pensais et je pressentais qu'on allait un peu essayer de percer un homme au-delà du pilote. Alors le documentaire, il est forcément réussi. Quand je dis forcément, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a quand même eu beaucoup de moyens, que les caméramans savent filmer, que les images d'archives sont forcément exceptionnelles, puisqu'ils ont eu accès à tout, qu'on a évidemment des images familiales, donc ça c'est vrai que ça apporte un plus indéniable, hein. Là on est vraiment dans l'intimité un peu d'une famille, et que bah, y a un casting d'enfer avec beaucoup de gens qui participent et qui sont évidemment très très intéressants. Alors évidemment, en premier lieu, bah, sa famille. C'est sûr que voir Corinna Schumacher actuellement, Gina, là, sa fille, Mick, qui témoigne de manière assez émouvante, ça c'est sûr que c'est fort. Je reviendrai plus tard évidemment pour conclure sur ce qu'est en train de vivre la famille Schumacher. Après, Jean Todt est là, bien sûr. Ross Braun est là. Coulthard, Damon Hill, tout ça, c'est intéressant par rapport à ceux qui l'ont côtoyé en piste. Mika Hakkinen, effectivement, qui est plutôt classe et plutôt respectueux. Eddie Irvine, c'est intéressant. Alors, il y a quelques étonnements. Sébastien Vettel, à la fin, il apparaît pour parler une fois 20 secondes, quoi. Et dire toute son admiration un petit peu sur la famille Schumacher, ou le fait qu'il n'y a qu'un Schumacher en Allemagne et qu'à la rigueur, lui, pourra pas être au même niveau. Mais enfin, c'est quand même curieux quand on a une légende quand même de la Formule 1, un quadruple champion du monde, de ne pas l'avoir utilisé plus. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Alors, il paraît qu'il y a quelques erreurs dans les images, qu'à un moment donné, on est censé voir Schumacher, puis c'est Barrichello. Alors, bravo à ceux qui sur Twitter ont vraiment bien remarqué ça. Donc ça, j'avoue que moi, j'ai pas forcément remarqué ça, mais en tout cas, bravo. Mais le fait est qu'effectivement, c'est super bien monté. Bon, maintenant, je pense qu'on a tous un peu le même regret. Quand j'ai entendu qu'un documentaire événement sortait sur Netflix, Schumacher, beau titre, mais ça suffit, il n'y a pas besoin d'en dire plus, et que l'image est belle, le visuel est beau, et qu'on allait certainement un peu avoir accès à quelque chose d'un peu de nouveau, bah évidemment, je me suis dit, ils vont nous montrer Michael Schumacher tel qu'il est actuellement. C'est pas du voyeurisme, hein, attention. Je suis favorable à cette idée. Je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut qu'on voit Michael Schumacher. Il faudrait qu'on communique quand même. Je vois ça d'un côté humain, je vois ça d'un côté de témoignage, de noblesse même, et non pas de voyeurisme, non pas d'intimité volée, même si je pense que Corinna Schumacher pense forcément l'inverse. Mais je crois que ça aurait eu un impact extraordinaire et que ça nous aurait effectivement rendu bah, le combat qu'ils mènent actuellement d'une manière encore plus forte. Alors, ils n'ont pas voulu le faire. Respect, évidemment, on ne peut pas dire autre chose. Mais je pense quand même que c'était l'occasion ou jamais, peut-être, quand même, de nous montrer un homme bah, qui souffre, un homme qui est tel qu'il est maintenant, qui connaît quelque chose d'horrible, oui, bien sûr, mais qui nous l'aurait montré dans toute sa vérité, en quelque sorte. Je, Sans faire un rapport, mais c'est vrai, m'est venu en tête une comparaison avec le film La liste de Schindler de Spielberg. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, mais La liste de Schindler, pour ceux qui l'ont vu, bon, bah, c'est un film de cinéma qui raconte, d'après une histoire vraie, quelque chose qui s'est passé des Juifs sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis le film se termine et vous avez une sorte de scène de fin où l'on retrouve les vrais les vrais gens de la liste de Schindler, tels qu'ils sont dans leur vie actuelle, donc à l'époque, je ne sais pas de quand date la liste de Schindler, et qui se présentent face caméra et qu'on voit. Bon, ça donne une force hallucinante à ce film. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme tel. Bon, ben, je pense qu'effectivement, après avoir vu ce documentaire sur Schumacher, on aurait conclu avec une image authentique, vraie, humaine, émouvante. Je crois que ça aurait été très fort. Bon, voilà, je suis pas là pour dire qu'il fallait le faire absolument, ils l'ont pas fait, mais c'est évident que la question s'est posée et ça aurait été super fort. Bon, alors Michael Schumacher.
Comment j'en ai un petit peu entendu parler, moi, si je reviens vraiment à ma source de couverture du sport automobile depuis 1990, littéralement, quand j'entre à France 2 et que j'intègre Stade 2 et que déjà je fais des reportages, je fais des résumés concernant les Grands Prix de Formule 1. Bon. Évidemment, quand j'ai travaillé à Motors TV, on a diffusé toutes les disciplines, un petit peu de promotion. Et c'est vrai que moi, j'ai vu arriver Lewis Hamilton ou Lando Norris, par exemple. Hein, j'en ai souvent parlé. Lando Norris qui va gagner la formule néo-zélandaise il y a 5-6 ans. Bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant. Bon, ben voilà, je commentais ça sur Motors TV. Donc là, c'est un témoignage pour se rendre compte des pépites qui vont arriver jusqu'au sommet. Bon, Michael Schumacher, moi à l'époque à France 2, je vois le sport automobile par le prisme des grands événements, il faut être honnête. C'est la Formule 1, c'est les 24 heures du Mans, c'est le rallye Monte-Carlo, c'est le Paris-Dakar. Vous voyez, c'est vrai que je ne suis pas à ce point-là, encore à ce moment-là, l'actualité des formules de promotion. Donc, effectivement, Michael Schumacher, lorsqu'il gravit les échelons, je n'y fais pas attention. Mais je suis alerté par deux choses concernant Schumacher. Je suis alerté par évidemment sa participation aux 24 heures du Mans en 89, où je me souviens très bien que ce jeune Allemand sur Sauber Mercedes qui fait le meilleur tour en course, ça avait été quand même un petit événement et qu'on en avait parlé comme d'un futur pilote à surveiller. Et puis bah, surtout, et ça alors là je ne sais pas si beaucoup vous en souvenez, il y avait une publicité visuelle qui était sortie au sein de Mercedes. Maintenant avec la Ferrari Driver Academy ou Red Bull, où chaque équipe a un petit peu son échelle de progression, on est habitué à ces jeunes pilotes qui gravissent les échelons. Mais à l'époque, au début des années 90, ce que faisait Mercedes avec un peu ces jeunes pilotes qu'il mettait en avant, c'était assez inédit. Et je trouve d'ailleurs que dans le documentaire, on ne cite jamais Norbert Haug, qui était à l'époque le grand patron de Mercedes Motorsport, et il faut quand même avouer qu'il a eu un rôle assez fondamental à beaucoup de niveaux. Bref, il y avait une publicité qui était sortie où on voyait trois pilotes Mercedes côte à côte avec des combinaisons, mais qui donnaient un aspect de blouson de cuir noir et qui avec un noir et blanc très contrasté, qui donnait l'impression donc de bad boys un petit peu, qui étaient les jeunes pilotes de Mercedes. Donc sur cette photo, il y avait Michael Schumacher à droite, il y avait Karl Wendlinger au milieu, et il y avait Fritz Kreuzpaintner à gauche. Moi j'ai toujours cru dans mes souvenirs qu'il y avait aussi Heinz-Harald Frentzen. Non, sur cette photo, Frentzen n'apparaît pas. Mais on savait qu'ils étaient quatre un petit peu, les quatre mousquetaires. Et qu'il y avait aussi un certain Heinz-Harald Frentzen qui représentait une nouvelle garde et un nouvel espoir de pilote identifié Mercedes. Bon. Et ben, cette photo avait eu un grand impact, ça c'est vrai, et c'est vrai qu'on avait le sentiment que Mercedes couvait un petit peu comme ça quelques jeunes pilotes qui ne demandaient qu'à éclore. Ce qui fait que lorsqu'on apprend qu'un certain Michael Schumacher va débuter au Grand Prix de Belgique 91, ben moi je suis pas étonné parce qu'effectivement je sais que depuis quelques années chez Mercedes on couvre quelques pilotes. Alors c'est pas Karl Wendlinger, c'est pas Fritz Kreuzpaintner qui a après un petit peu disparu de la circulation, dommage. Et à l'époque je vous cache pas que Schumacher n'avait pas la réputation d'être le meilleur. Enfin bon, on voyait qu'il y avait quelque chose et donc c'est Schumacher qui débute au Grand Prix de Belgique. Donc honnêtement, on savait parce qu'en plus, Jordan, c'était une équipe, effectivement, que maintenant on pourrait comparer à Alfa Romeo ou Alfa Tauri. Milieu de tableau, mais pas largué non plus, vous voyez, il y avait de quoi peut-être se montrer. Et donc on a tout de suite eu le sentiment que oui, ça y est, un crack arrivé. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait une conjonction d'intérêts entre Mercedes, Jordan, la Formule 1, sur le Grand Prix sur le circuit le plus prestigieux de l'année, enfin au niveau un peu du défi du pilotage. Vous voyez, tout était réuni pour qu'effectivement une sorte d'avènement fantastique démarre. Et lorsqu'il s'est qualifié en septième position, moi j'ai pas, je me souviens pas m'être dit, oh, purée, c'est un génie, il est fabuleux, ça y est, c'est la prochaine star. Non, mais c'est vrai que c'était super. C'était vraiment une superbe performance. Et donc, effectivement, on était plutôt admiratif. Alors, le paradoxe veut, et là, je veux voir pratiquement un peu le résumé de sa vie brisée. Le paradoxe, c'est qu'il a fait que quelques centaines de mètres le lendemain, hein, dans le Grand Prix de Belgique 91, puisqu'il a abandonné tout de suite pour un problème mécanique au bout de quelques centaines de mètres. Bon, donc effectivement, il n'a pas du tout concrétisé en course, mais il avait quand même suffisamment marqué les esprits pour être tout de suite au centre d'une sorte de transfert à sensation. Et donc, c'est pour ça qu'il est allé chez Benetton. Et là, on va dire, Schumacher, l'histoire Schumacher était lancée. Bon. Et lorsqu'il gagne à Spa, un an après, là, c'était assez symbolique, effectivement. Un an après ses débuts, il gagne son premier Grand Prix. Bon, là, on avait effectivement compris
que c'était un super grand pilote qui arrivait. Donc, à ce moment-là, moi je vous le dis, c'était évident. Oui, nous avions tout de suite, là, on connaissait le successeur dans l'histoire de Prost et Senna. Il n'y avait pas photo, c'était évident. Sa détermination en piste, son attitude, sa façon de porter son visage, on voyait bien et on sentait bien qu'il était là pour déboulonner un petit peu les statues des grands anciens, donc forcément Prost et Senna, et que ça serait lui la prochaine référence de la F1. C'était pratiquement évident, c'était écrit. Hein. Voilà, donc ça on a eu conscience assez vite. Alors évidemment, moi ça m'a pas plu du tout. Pourquoi? Bah parce que Senna était mon idole. Et qu'on a bien senti que voilà un petit con, si vous me pardonnez l'expression, qui arrivait pour le faire chier et pour le déboulonner. Donc évidemment, si on est pro Senna, on était instantanément anti-Schumacher. Alors moi à l'époque je connaissais pas forcément toute sa réputation, je savais pas qu'il avait foutu Hakkinen en l'air à Macao. Mais on a très vite découvert un pilote qui sur la piste ne faisait aucun cadeau et était prêt à tout pour réussir. Et ça, évidemment, ça va lui coller à la peau pendant les 15 années qui vont suivre, parce qu'effectivement, on a tout de suite vu que, bien sûr, Senna avait ses parts d'ombre, et le départ de Suzuka 90, ça c'est sûr, ça restera à tout jamais une tâche dans son parcours. Mais on a tout de suite quand même compris que Schumacher, c'était une autre façon de voir les choses, avec effectivement pas d'état d'âme, pas de scrupules en piste, tout est fait pour rester devant l'adversaire, quitte à faire des coups un petit peu en douce ou foireux. Et d'emblée, il y avait un élément qui a énervé tout le monde, et moi le premier, je hurlais dès que je voyais ça. Je vous le dis franchement, c'est ses départs. Lorsque je le vois prendre ses envols et que sa première pensée, c'est de bloquer son adversaire de manière vraiment exagérée, scandaleuse parfois, et non pas de s'élancer droit, moi, ça me faisait hurler. Voilà, je ne trouvais pas ça fair play. Alors, j'étais peut-être un peu angélique, parce que c'est le jeu, évidemment, de se déporter, mais lui, il le faisait vraiment de manière très très, 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 trop évidente, quoi. Et dans le documentaire, on voit bien qu'il va tasser ses adversaires. Et effectivement, bon, moi, ça m'a tout de suite pas plu, quoi. Bon. Alors, dans le documentaire, et c'est ce que dit David Rev-Voman, c'est vrai que l'accrochage à Manicourt entre Schumacher et Senna, et la discussion qui suit, où Senna le prend par l'épaule, et essaye de lui dire, mon petit gars, va peut-être falloir que tu te calmes, hein, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ça, c'est une séquence très forte. Je me souvenais pas du tout d'avoir entendu parler de cette discussion. Je me souvenais qu'il y avait eu des affrontements entre Senna et Schumacher, mais pas celle-là. Donc là, c'est un beau document. C'est vrai que Senna la joue un petit peu paternaliste et un petit peu à l'ancienne en disant qu'effectivement, t'auras ton heure, mon petit gars, attends un petit peu. Mais bon, le fait est que là, à la rigueur, c'est de bonne guerre que Schumacher soit là pour aller battre Senna. Et évidemment, c'est la loi de la jungle ou c'est la loi du sport. Ça, y a pas de problème. Mais bon, on voit qu'effectivement, Senna avait tout de suite forcément identifié Schumacher comme son futur grand adversaire. Voilà. Alors ça me fait aller directement à l'année 1994. Alors comment je l'ai vécu moi cette année 1994? Bon, le début d'année évidemment est terrible pour Senna, avec un abandon précoce au Pacifique, un abandon au Brésil aussi chez lui. Et puis on voyait bien que Schumacher volait et que la Benetton était formidable. Bon, donc moi je fais partie de ceux qui voient comme un symbole très émouvant le fait que Senna se soit tué en étant en tête d'un Grand Prix et après avoir signé une pole position. Voilà, c'est symbolique de lui. Mais effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que si Ayrton n'avait pas eu son accident à Imola, il n'aurait pas été champion du monde en 1994. Et je salue notre ami Hilario Pax, qui nous a rejoint sur ce Facebook Live. Hilario Pax, vous le savez, c'est l'auteur d'un livre formidable consacré à Ayrton Senna le jour d'après, où il imagine effectivement que Ayrton Senna n'est pas mort à Imola et ce qui se serait passé par la suite. Oui, Hilario et moi, oui, on a tendance à penser que Schumacher avait 30 points d'avance et qu'il aurait mieux géré la saison qui aurait suivi. Bien sûr, on sait qu'en 94, Damon a failli être champion du monde au dernier Grand Prix à Adélaïde. Mais honnêtement, si Senna était resté là, bien sûr, il aurait remporté des grands prix, il serait revenu au contact, au championnat. Mais quand même, 30 points de retard dès le début, à mon avis, c'était irrattrapable. Et je pense que chez Benetton, on aurait mieux géré certaines situations qui, vous le savez, ont abouti à des disqualifications en 94. Donc voilà,
dans l'absolu, on n'aurait jamais dû arriver à une situation où Damon Hill pouvait être champion du monde à la fin de l'année 94. Si Senna avait été là, Schumacher aurait été champion du monde, ça c'est sûr. Enfin, moi je le pense sincèrement. Maintenant, vous le savez, effectivement, il y avait des soupçons aussi un peu de triche chez Benetton. Moi, j'avoue que j'ai jamais su, on m'a jamais rien dit comme si c'était évident. Enfin, si, on m'a souvent dit que c'était évident, mais j'en ai évidemment aucune preuve. Donc je pense que la FIA n'a pas raté une occasion de peut-être effectivement rabattre un petit peu le caquet de Benetton et de Flavio Briatore. Le fait est que Schumacher, pour moi, était le champion du monde assez logique de 1994. Le fait est qu'on est tous d'accord. euh, la manœuvre à Adélaïde en 94, c'est vrai qu'elle nous reste un petit peu en travers de la gorge. Alors, moi, je l'analyse un petit peu différemment peut-être. Parce que, d'abord, je constate que Schumacher se plante tout seul. Donc, Schumacher, génie du sport automobile, je veux bien, et oui, allez, je vous le dis déjà, j'en reparlerai tout à l'heure. Bien sûr, c'est un génie. Oui, forcément. Mais le fait est que là, il se plante tout seul, un peu sous la pression de Damon Hill. Donc voilà, génie peut-être, mais enfin là, il fait une vraie connerie, quoi. Bon. Après, sur le moment, puisque moi j'étais globalement pour Damon Hill, puisque j'étais un peu anti-Schumacher, vous l'avez compris, c'est vrai que j'ai eu un peu la pensée de me dire Damon Hill va être champion du monde. Et aussitôt, j'ai eu l'impression que Damon Hill se précipitait un petit peu trop pour se précipiter justement à l'intérieur au virage suivant. C'est vrai quand on revoit les images, on voit qu'il y a une fenêtre ouverte monumentale et que Damon Hill aurait eu tort de ne pas y croire. Et il y a cru, à sa place, on y aurait cru. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il aurait peut-être dû attendre un ou deux virages plus tard, peut-être, pour tenter une attaque. Alors maintenant, on peut penser que non, il fallait y aller tout de suite, sinon après Schumacher aurait pu résister. Mais enfin bon, je sais pas. Là, je suis un petit peu réservé. Le fait est que bon, bah, Damon Hill abandonne et que Schumacher est champion du monde dans la douleur, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais comme je vous ai dit que pour moi c'était normal, voilà. En 95, pareil, au contraire, sur le déroulement de la saison, Schumacher est un champion du monde logique. Mais si Senna avait été là, alors ça, par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser que oui, Senna aurait été champion du monde en 95, parce qu'en 95, Damon Hill, quand même, rate des occasions. Et du coup, ça ouvre la porte à Schumacher, qui quand même réalise des prodiges, hein. Je me souviens du Grand Prix de... Alors attends, je ne sais plus si en 94 ou 95, quand il fait le Grand Prix d'Espagne avec la boîte bloquée en cinquième vitesse, peut-être que c'est 94 finalement. Mais enfin, là, il nous fait quand même une course incroyable et il arrive à aller au bout, un peu comme Senna l'a fait à Interlagos lorsque ses vitesses l'ont lâché les uns après les autres en 91. Donc, ouais, non, c'est sûr qu'il avait quelque chose en plus, hein, Schumacher. Là, je ne peux pas dire le contraire. Bon. Mais donc voilà, avec Senna aurait été champion du monde en 95 parce que la Williams était meilleur, mais avec Damon Hill, encore un tout petit peu tendre, c'est normal que Michael Schumacher soit champion du monde en 95, là j'ai rien à redire. Et je vois qu'Alexis Gaucher qui nous a rejoint, salut, pense la même chose. Alors en 95, à l'été 95, on commençait à bruisser les rumeurs comme quoi Michael Schumacher peut-être allait rejoindre Ferrari en fin d'année. Bon. Et donc, moi, à l'époque, je couvrais les Grands Prix de F1 pour France 2 et j'allais donc sur les circuits. C'était la belle époque. Et j'avais demandé à l'époque, il fallait passer par Renault, le constructeur Renault, qui équipait donc en moteur l'équipe Benetton pour avoir des entretiens. Et on arrivait à avoir tous les 5 Grands Prix, on va dire, un entretien personnalisé face à face avec un pilote Renault. Donc, on avait fait une demande officielle en Allemagne pour avoir Michael Schumacher avec notre ami Jean-Jacques Delaruvière qui s'occupait des relations presse, on va dire, de Renault, et qui donc nous a organisé un entretien face à face avec Michael Schumacher. Et regardez, j'ai toujours la cassette. Vous voyez, donc comme quoi, ça m'a quand même marqué de m'entretenir pendant 11 minutes et 21 secondes. Voilà, on avait droit à 10 minutes, vous voyez, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Avec Michael Schumacher, donc à l'époque, hein, vous le savez, bah, les cassettes, c'est comme ça, hein, c'est des cassettes Betacam, donc voilà, elle est parfaitement identifiée. Cet entretien a eu lieu à Hockenheim le 27 juillet 1995. Et bah, par exemple, je vois que mon caméraman à l'époque, c'était mon ami Frédéric Pasquette, que je salue, qui quelquefois me fait des petits commentaires sur l'Afterlap. Donc voilà, j'ai toujours la cassette. Alors Michael Schumacher, donc en fin juillet, je savais que j'allais l'interviewer sur Ferrari, bien sûr, parce que c'était ça ce dont on parlait le plus. Mais on venait d'apprendre, par une news, on va dire un peu people, mais publique, qu'il allait se marier, donc avec Corina. Et donc, bah, je me suis dit, tiens, ça va être sympa de commencer en lui parlant de son mariage, parce que pour tout vous dire, moi, je me mariais aussi
en septembre 95, donc c'était déjà prévu, donc 2 mois après, donc j'étais aussi dans une phase un petit peu de je vais me marier, et je me suis dit, bah tiens, je vais lui poser une première question sur son mariage, ça va détendre l'atmosphère. Alors, je me souviens avoir commencé en disant bonjour Michael, parce que alors moi j'ai fait allemand première langue, donc j'ai toujours dit Michael Schumacher, même si en allemand on dit Michael Schumacher, mais tout le monde dans le paddock l'appelait Michael Schumacher, donc effectivement je l'appelais Michael quand même en interview. Alors je dis Michael bonjour, merci d'être avec nous. Je me permets de commencer par une petite question. On vient d'apprendre que vous allez vous marier, ça a été révélé. Toutes mes félicitations. Est-ce que je peux vous demander si le mariage, vous considérez un mariage comme quelque chose d'un grand achèvement pour vous, que ça vous apporte un équilibre, au-delà de l'amour que vous portez à votre femme. Enfin, vous voyez, j'essaie de sortir une sorte de formule qui va effectivement le lancer. Et là, à ma grande surprise, bah, je vois Michael Schumacher qui a un visage un petit peu pincé et qui me dit c'est une question privée, question suivante. Bon, bah donc évidemment, quand vous voyez ce genre de réaction, vous vous dites bon bah ok, je me suis planté. Vous êtes quand même en train de penser intérieurement que le personnage est pas cool, puisque bon, on était plutôt bienveillant, c'était vraiment pas pour être méchant. Mais voyez, ça passait pas. Michael Schumacher, et c'est vrai, dans le documentaire, on le voit bien, une séparation totale, vie privée, vie publique. Et là, bah, manifestement, j'avais franchi une ligne jaune, et bon, évidemment, ça commençait un peu mal cet entretien. Bon. Ensuite, bon, je pose deux, trois questions sur la saison en cours, là ça va, il fait des réponses un peu convenues, mais il n'y a rien à dire. Et puis ensuite, bah, je lui dis, alors, dites donc, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de Ferrari? Donc évidemment, il me voit venir, et il me répond, je pense qu'elles sont rouges. Bon, d'accord, c'était une pirouette, j'accepte, mais enfin bon, évidemment, il n'a rien voulu dire, etc. Et puis bah, on était dans la deuxième partie de l'interview, je savais bien que j'avais eu que trois quatre questions, parce que ça y est, je me doutais qu'on a approché des 10 minutes, et là je commence à reposer une autre question, et là je le vois regarder sa montre pendant que je pose la question. Bon, inutile de vous dire que bon, bah, voilà, j'avais compris que je l'emmerdais un petit peu et qu'effectivement, il était temps que ça se termine. Bon, alors voyez, je vous dis ça avec sourire. C'était combien de temps? C'était 5 il y a 26 ans, vous voyez. Je vous dis ça avec le sourire. Et ça me fait marrer même de vous raconter ça. Mais enfin, sur le moment, j'étais pas complètement ravi. J'étais pas super cool parce que j'avais quand même eu le sentiment d'avoir eu affaire à un personnage pas très sympa et qui avait pas vraiment joué le jeu. Donc c'est vrai que ma cote d'amour sur Michael Schumacher n'avait pas forcément progressé. Voilà, je conserve avec émotion cette cassette parce que c'est pas tous les jours qu'on interviewe une légende, oui, mais bon, personnage un peu difficile. Et dans le documentaire Netflix, honnêtement, le nombre de fois où on le voit traverser le paddock en écartant les journalistes, mais littéralement, vous avez vu, avec les bras, il tape sur les caméras et tout et tout. Non mais je vous jure qu'honnêtement, on en a vu des pilotes qui parfois étaient énervés, qui nous envoyaient chier. Bien sûr, Jean Alesi m'a envoyé chier deux, trois fois, et Jean serait là, il rigolerait, parce qu'effectivement, il s'en souvient certainement aussi peut-être. Mais on sentait bien que c'était par rapport au moment, mais chez Schumacher, c'était effectivement naturel. C'était constant, qu'il avait cette attitude quand même un petit peu avec une morgue, le menton en avant, et poussez-vous, et j'apparais comme le Kaiser, le baron rouge, et vous vous écartez sur mon passage. Donc c'est vrai que pour ça, il était énervant, voilà, faut le dire. Il était chiant, avec toujours cette attitude extrême, voilà. Et puis bah, en piste, il y avait des coups foireux. Tiens, donc on passe à 97. Vous avez vu dans le documentaire Netflix l'interview de Jacques Villeneuve avant le rendez-vous de Rérès? Vous avez vu ce que dit Jacques Villeneuve? Pas con du tout, hein. Il dit bon bah déjà j'espère que je vais pas me faire sortir. Et ensuite, bah, je vais essayer d'aller gagner la... Bon, bah, donc vous voyez, Jacques Villeneuve, il avait déjà préparé le coup et il savait déjà qu'avec Schumacher, ça pouvait mal se passer. Et donc, effectivement, bah, il y a ce fameux coup de volant. Alors, quand on voit les images, là, moi, je les ai revues, évidemment, comme tout le monde, on les connaît toutes par cœur, mais enfin bon, on les revoir vraiment, c'est pas la même chose. Le coup de volant, quand même, qui nous fait Schumacher, là, c'est quand même hallucinant. Bon, de toute façon, sur le moment, on est d'accord, personne n'a pris sa défense et tout le monde était vraiment scandalisé par ce qu'il nous a fait. Mais quand on revoit le coup de volant, là franchement, il est chié quand même, hein, vraiment. Là, c'était vraiment pénible. Alors j'ai une autre anecdote aussi sur les coups de foireux, un petit peu d'enfoiré, si vous me permettez l'expression de Michael Schumacher. Le karting à Bercy. Bon, le karting à Bercy, donc vous savez, ça démarre en 93.
par Elf qui organise ça. Bon, c'est génial. La première année, vous avez Prost et Senna ensemble. Bon, ça reste un souvenir immortel puisque c'est là que j'ai interviewé aussi Senna face à face. Donc évidemment, ça aussi, je garderai la cassette jusqu'à ma mort. Et Schumacher est venu à Bercy. Alors là, honnêtement, je remercie tout à l'heure, là, c'est Alexis qui m'a bien dit que c'était, et Hilario, que c'était en 94, le fameux Grand Prix d'Espagne auquel je faisais référence. Bon, là, la participation de Schumacher au karting à Bercy, je ne me souviens plus. Franchement, ça doit être, oui, 94, 95, 96 peut-être. Bon, bref. Euh, je me souviens très bien qu'il y a une sorte de finale, parce que je crois que c'est sur 2 soirs, en tout cas, il y a une finale. Et Schumacher a eu un problème dans les manches qualificatives, on va dire ça comme ça, et il part dernier. Bon. Et donc, il est au moins 10-12e, vous voyez, je me souviens de 5-6 lignes à la suite. Bon. Et il est dernier. Et avant le passage sur la ligne d'arrivée, il y a une sorte de virage à gauche pour les pilotes qui doivent, façon IndyCar, former les 2 lignes côte à côte en ralentissant. Et il y a une sorte de soit de feu qui s'éteint, soit de drapeau vert qui est agité, je ne me souviens plus. Mais bon, on est au ralenti et on attend le passage du feu pour démarrer. Bon. Qu'est-ce que nous fait Michael Schumacher devant 15 000 spectateurs à Bercy? Ben, il est dernier. Dans la dernière courbe où tout le monde ralentit pour se mettre côte à côte, il commence à doubler tout le monde par l'extérieur. Eh bien oui, je vous le jure, je l'ai vu de mes propres yeux. Bon. Donc, tout le monde siffle sur le moment. C'est honteux ce qu'il fait là, c'est de la triche. C'est Schumacher, il était aussi comme ça. Alors, malgré tout, le fait de contourner tout le monde, il se retrouve pas premier au premier virage, faut pas déconner, non. Mais il est, au lieu d'être 12e, il est déjà 6-7. Hein, il a déjà gagné 5 places en faisant un coup de pute. Voilà, là aussi, pardonnez-moi, on est entre nous. Bon. Mais après, il fait une course incroyable, franchement. Il revient sur tout le monde et il gagne et il pulvérise tout le monde en lâchant tout le monde. Voilà, Alexis me dit que c'était en 96 à Bercy. Bon, ben voilà, ça pouvait être que là, à ce moment-là. Parce que je crois bien mon souvenir qu'il est en rouge, donc effectivement, il est déjà chez Ferrari. Mais là, après, effectivement, il fait un récital surnaturel. Je me souviens, mais c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Donc, vous voyez, les deux facettes du personnage, capable effectivement de faire des coups vraiment les plus condamnables, et en même temps, effectivement, un coup de volant fabuleux. Là, je suis bien le premier à dire que ce qu'il a apporté, son engagement, son travail, son investissement, là dans le documentaire on le voit bien, son travail chez Ferrari, c'est évident que c'est à un niveau hallucinant de professionnalisme et d'investissement personnel, et qu'évidemment là il correspond au plus grand pilote de tous les temps. Voilà, là je suis le premier à le dire, ça je ne pourrai jamais remettre en question voilà, ce qu'il représente vraiment en tant que pilote. Mais effectivement, le fait que dès que la visière était baissée, il était dans une sorte d'autre monde où il se croyait effectivement en impunité totale et où tout était permis. Je me souviens même que oui, Lionel Froissart m'avait raconté qu'il avait fait une course de karting avec Schumacher. C'était peut-être à Bercy aussi, j'en sais rien. Mais bon, pareil, il l'avait sorti littéralement. Et après, Lionel était quand même allé le voir en lui disant, Michael, là, faut pas déconner. Et Schumacher lui avait dit, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il ne le savait plus, ou en tout cas, il ne s'en souvenait pas, ou en tout cas, pour lui, c'était une autre dimension. Lui, c'était la course avant tout. Donc ça, c'est vrai que pour ça, il était pénible. Et puis, si on veut aller jusqu'à cet extrême, l'extrême, et ça, je ne sais plus qui me l'a dit dans les commentaires tout à l'heure, mais ce qu'il a fait à Barrichello, effectivement, au Grand Prix de Hongrie, sur Mercedes, là, honnêtement, ça dépasse l'entendement. Bon, je me souviens que Jean-Luc Roy, mon acolyte et patron à Motors TV, avait dit que c'était une tentative de meurtre. En tout cas, c'est une manœuvre pour le moins incroyablement scandaleuse. C'est dingue de faire ça, quoi. Bon, voilà, voilà, merci Hilario, c'est toi, oui, effectivement. Ce qu'a fait Schumacher ce jour-là, c'est dramatique même, tellement c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. D'ailleurs, je trouve que dans le documentaire, oui, on va dire, c'est de bonne guerre, mais on ne, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont beaucoup insisté sur la période Mercedes. Bon, alors, on le voit quand même, son comeback chez Mercedes. Ils n'ont pas du tout aussi parlé de ses expériences moto. Je me permets de dire que nous, à Motors TV, on l'avait couvert une fois. Il était venu en France faire un meeting de moto un peu compétition, super sport, je sais plus trop quoi. Bon, il a quand même tenté des choses et dans cette période un peu intermédiaire entre son départ de la F1 et son retour.
Mais on aurait pu voir un peu plus, je crois que juste une photo où il est en combinaison moto, mais bon, ça aurait mérité de voir quelques images de lui sur moto, parce qu'il a quand même un petit peu tenté. Mais chez Mercedes, on voit pas une seule image de Nico Rosberg, c'est quand même un peu incroyable, je trouve. Là, c'est vraiment très décevant. Puis Nico Rosberg dans le documentaire, ça m'a étonné qu'il soit pas là, parce qu'il aurait pu témoigner de sa cohabitation avec Michael Schumacher quand même. Enfin bref, mais moi je faisais partie de ceux, alors franchement, ça je vous le dis, je l'avais toujours dit à l'époque sur RMC, sur Motors, que revenir comme ça à 40 ans face à des jeunes loups comme Rosberg, Hamilton, Weber à l'époque, Vettel, non, non, ça ne pouvait pas passer. Schumacher ne pouvait pas regagner des courses. Et on sait que globalement, ces 3 années ont été un peu laborieuses avec un seul podium. Encore des histoires un petit peu foireuses. Enfin bon, bref, voilà, sur Barrichello, allez, on n'en parle plus, mais là, c'était nul. À propos de Barrichello, ben, on se souvient de ce fameux épisode du Grand Prix d'Autriche 2002. Ah, là aussi, alors c'est pas complètement de sa faute, mais quand même, ça veut bien dire que il était au centre d'une situation qui n'était pas clean. Bah, vous le savez tous très bien, hein, le 6e Grand Prix de l'année 2002, Barrichello est en tête, c'est lui qui domine tout le week-end. Et lorsqu'on s'aperçoit que Barrichello maîtrise la situation et va gagner, même si Schumacher le suit derrière, Jean Todt à la radio dit Rubens, laisse passer Michael. Bon. Et donc, évidemment, on se retrouve quand même avec une situation hallucinante où le monde entier se scandalise d'une consigne d'équipe qui n'est pas juste. Je rappelle qu'il avait 44 points d'avance au championnat avant d'arriver en Autriche, hein, 6e Grand Prix de la saison. Bon, ça on l'a oublié, mais voilà, il y avait pas débat. Schumacher était le pilote numéro 1. Bon, voilà. Donc, vous vous retrouvez avec 60 000 Autrichiens sur ce qu'on appelle maintenant le Red Bull Ring, qui sifflent Michael Schumacher, pilote allemand, dès sa descente de voiture et sur le podium. Donc là, effectivement, une situation surréaliste. À l'époque, on commentait avec Jean-Luc, avec Patrick Tambay, avec Patrick Rivet sur Kiosque, sur la déclinaison Canal de la F1. Je peux vous dire qu'effectivement, on avait le sentiment qu'on vivait là un moment incroyable. Et c'était incroyable, effectivement. Bon, Michael Schumacher, là, avait suffisamment d'intelligence pour tout de suite comprendre qu'effectivement quelque chose n'allait pas. Il a fait monter Barrichello sur le podium et toute la saison, il a essayé un petit peu de rendre la monnaie de sa pièce à Barrichello en lui offrant plus ou moins des victoires. Bon, la situation, elle était nulle, elle était ambiguë depuis le début. Et c'est vrai qu'honnêtement, à la place de Jean Todt ou de Ross Brawn, même si on pouvait défendre un professionnalisme à l'extrême et le fait qu'il y avait un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, là, honnêtement, c'était pas défendable. C'est comme si de nos jours on interdisait Bottas de gagner un Grand Prix au 5e Grand Prix parce qu'Hamilton, ça pourrait mettre en danger sa campagne pour le championnat du monde. Non, non, ça passe plus ça. Bon, mais en 2002 c'est arrivé. Et donc là, même si c'est pas complètement de sa faute, mais par l'aura qu'il dégageait, par l'investissement et par le fait qu'on voulait le protéger à fond, ce jour-là, on a tutoyé le ridicule et c'était scandaleux. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord. Évidemment, là j'ai vu ça avec un peu de rire jaune, quand dans le documentaire, tout le monde dit que les 5 titres consécutifs acquis chez Ferrari entre 2000 et 2004, et que Ross Brawn et je ne sais plus qui dans le documentaire disent l'histoire était en train de s'écrire sous nos yeux, c'était l'âge d'or de la F1. C'est pas possible, faut pas déconner. C'était tout sauf ça. C'était au contraire une sorte d'enterrement de première classe de la Formule 1. Ça a été un drame absolu pour la Formule 1. Arrêtons de nous voiler la face et disons les choses franchement. Les années Ferrari, Schumacher en dominator absolu, Baron Rouge, non, c'est pas un âge d'or de la Formule 1. Au contraire, quand on a connu l'affrontement Prost-Senna et quand après on va connaître, comme on connaît actuellement, Hamilton-Verstappen, eh ben oui, alors Schumacher-Villeneuve, Schumacher-Hill, Schumacher-Hakkinen, Schumacher-Villeneuve, ouais, ça c'était sympa. Mais quand il y a une domination extrême, effectivement de Ferrari avec victoire obligatoire de Michael Schumacher pendant 5 ans, non, là c'est pas un âge d'or de la Formule 1. Et effectivement, Jean Todt avait les yeux de Chimène pour Schumacher, il lui a tout offert, c'était son dieu, son pilote dieu. Donc effectivement, écoutez, tant mieux pour Schumacher, mais vous voyez que ça s'est pas forcément fait toujours dans la douceur, et il y a quand même eu des scandales, on va dire ça comme ça, et effectivement. Je me souviens d'ailleurs d'une soirée, les trophées de l'Automobile Magazine, je crois qu'il n'existe plus,
Mais à une époque, ça avait lieu dans un pavillon là sur les Champs-Élysées et l'Automobile Magazine, donc le prestigieux journal, remettait ses trophées de l'année. Et c'est Michel Drucker qui présentait la soirée. Donc j'avais été invité sur scène, donc Michel Drucker, et qui fait venir à un moment donné Jean Todt pour donc un nouveau titre de Michael Schumacher. Donc on devait être, ouais, je pense en 2004. Bon. Et Michael Schumacher intervient au téléphone depuis sa maison en Norvège, là qu'on voit dans le documentaire Netflix. Bon. Donc Jean Todt, évidemment, avait offert ça à l'assistance, et à Michel Drucker et à tout le public. Michael Schumacher au téléphone, qui intervient en direct en parlant en anglais par rapport à son titre. Donc c'est vrai que c'était un beau coup. Sauf que, sauf que en fait, il y avait un dessinateur aussi qui agrémentait la soirée de dessins humoristiques. Et au moment où Schumacher est en train de parler de quelque chose, c'est vrai qu'il fait un dessin. J'en ai aucun souvenir de ce dessin, mais je sais qu'il était très drôle et que toute la salle s'esclaffe. Et évidemment, bah, Schumacher au téléphone à 2000 km de là, bah, il entend bien que tout le monde rigole, mais il comprend pas pourquoi, évidemment, il peut pas comprendre pourquoi. Donc il a l'impression que sans doute il vient de dire une connerie. Donc il y a un moment de flottement entre Michel Drucker qui dit non, Michael, on vous écoute très attentivement, Jean Todt qui est énervé parce qu'effectivement, on croit qu'on s'est moqué de Schumacher, et Schumacher qui prend sur lui, mais dont on sent bien par le ton qu'il n'a pas trop apprécié le fait qu'il entende rigoler autour de lui. Voilà, petite, petite, petite anecdote. Alors, on va conclure maintenant, de toute façon, puisque je voulais vous terminer par ce qui est en train d'arriver à Michael Schumacher, donc ce drame qui lui est arrivé depuis 2013. Alors moi je m'en souviens très bien parce que j'étais en Australie, figurez-vous, en décembre 2013, en vacances. Et donc j'étais à Motors TV bien sûr, et donc je reçois un coup de téléphone, alors dans la nuit par rapport au décalage horaire, qui donc c'est Florent Gautreau, mon ex-collègue de France 2, qui m'appelle et qui me dit bon bah Schumacher a eu un accident, il est entre la vie et la mort, est-ce que tu aurais des infos ou est-ce que tu pourrais m'aider par rapport à quelques grands faits d'armes concernant sa carrière, voilà. Et moi je suis à l'autre bout du monde. Bah oui, donc je vois Hilario qui m'envoie un lien là, concernant Jean-Louis Fiesmann. Bah effectivement, bon bah voilà, je vais aller voir ça, mais vraiment je suis désolé. Et donc, bah, je revois Florent Gautreau qui m'apprend donc l'accident dont est victime Michael Schumacher. Et effectivement, vous vous en souvenez tous, hein, ça fait la une de toutes les chaînes d'infos du monde, parce qu'effectivement, bah, une légende comme Michael Schumacher a eu un accident, et donc, coma, tout ça, on ne sait pas. Bon. Donc moi, maintenant, je suis en Australie. Bon, bah, je peux rien faire, évidemment, pour mes ex-collègues de France 2. Mais évidemment, bah, on est très attentif à la situation. Et donc, bah, nous savons tous que depuis 8 ans, Michael Schumacher maintenant est dans une situation pour le moins terrible. Alors, bah, je suis comme vous. Évidemment, j'ai jamais vu d'image qui aurait pu être volée. Et puis, on ne veut pas. Même si je vous ai défendu tout à l'heure l'idée qu'on aurait pu dans ce documentaire en voir une. Je crois avoir compris qu'effectivement, Michael Schumacher était dans un état où il ne peut pas bouger, où il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Moi, j'ai même cru comprendre à un moment donné que seuls les yeux bougeaient, vous voyez, une sorte d'état quasi végétatif, mais avec une conscience. Bon, voilà, j'insiste pas, j'en sais rien, et puis bah, on ne peut qu'imaginer. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'est une situation évidemment terrible. Et qu'effectivement, se dire qu'un tel champion, malgré toutes ces zones d'ombre, et son unanimité qu'il n'a pas toujours su distiller dans le monde sportif. Bah, ce qui lui arrive, c'est horrible, c'est terrible. Et évidemment, on ne peut que compatir et on ne peut que penser que l'épreuve que subit depuis une petite dizaine d'années maintenant sa famille, bah, évidemment, ça va être un fardeau très très lourd à porter. Donc, même si je n'aimais pas Schumacher, même si j'ai souvent hurlé par rapport à ses manœuvres pas claires du tout en piste, bah, forcément, on ne lui souhaitait pas non plus de vivre un enfer et, euh, et de penser que cet homme pouvait être allongé sur un lit sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir parler, sans pouvoir peut-être même répondre à des attentions. Oui, Hilario, tu as raison. C'est vrai qu'il y a une phrase de Mick qui est forte, hein. J'aimerais bien avoir une discussion avec lui. C'est vrai que moi aussi, ça m'avait frappé cette phrase. Ça veut bien dire que bah non, la discussion, elle n'est pas là. Et je crois même que Jean Todt, une fois, a dit qu'il lui prenait la main et qu'il espérait une réaction. Vous voyez, c'est pour vous dire que ça doit pas être, ça doit vraiment pas être joyeux. Donc ça, honnêtement, évidemment, on ne le souhaite à personne. Et même si on n'aimait pas Michael Schumacher, là, ça fait vraiment très très mal au cœur. Et un tel champion ne méritait pas quand même, ne devait pas mériter ça. Voilà.
Parce que moi, j'ai toujours considéré, ça sera le mot de la fin, bien sûr, donc en piste, je reviens pas, je vous l'ai dit, oui, en piste, beaucoup de reproches à lui faire et vraiment des condamnations, on va dire, d'attitudes évidentes. Bon. Mais j'ai toujours entendu dire, j'ai toujours cru, j'ai toujours vu et su qu'en qu'en intime, effectivement, une fois qu'il était dans son monde un peu intime, familial ou amical, Schumacher était un mec super. Ouais, je crois sincèrement. Je crois vraiment que c'était un super ami. Je crois vraiment que c'était un mec dans le privé qui était vraiment très sympa, qui était détendu, qui était cool. Je sais qu'une fois, il avait fait la queue au Texas Motor Speedway dans la foule sans se faire remarquer pour juste faire un tour du Speedway, que les gens l'avaient reconnu, mais il s'était pas mis en avant. Il y a quelques images dans le documentaire où on le voit effectivement dans un cadre familialo-privé où ça a l'air d'être vraiment le mec vraiment sympa. Voilà, je crois vraiment qu'une fois qu'effectivement il avait quitté son armure, je remploie l'expression de pilote sur les grands prix, avec ce que ça supposait de combat, de duel et de coups bas. Eh bien, effectivement, on avait un gars plutôt sympa, plutôt simple, c'est vrai, quand on voit son père dans le documentaire, il y a l'air d'avoir quelques valeurs un peu populaires et vraies. Et puis, on ne peut pas lui reprocher qu'il y a une vie de famille équilibrée, avec une femme qui est là, des enfants, une famille avec un vrai amour paternel pour ses enfants. Enfin, vous voyez, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, j'ai toujours été persuadé qu'effectivement, si j'avais pu, je ne sais pas par quelle raison, briser un cercle et me retrouver un peu dans l'entourage d'un Michael Schumacher privé, je me serais dit, putain, il est génial ce mec. Mais sauf que en piste, il l'était pas. Alors évidemment, ses amis lui sont toujours restés très fidèles. Jean Todt, évidemment, lui vouera un culte éternel. Jean Alési a toujours été aussi quelqu'un qui a défendu Michael Schumacher. Et puis, je sais qu'il y en a d'autres et c'est tout à fait normal, bien évidemment. Et l'attitude de sa famille, actuellement, elle est, elle est très digne. Hein. On ne peut qu'évidemment lui rendre hommage à ce niveau-là. Donc voilà, il y avait vraiment, c'est la conclusion qui s'impose. Il y avait vraiment plusieurs facettes à ce personnage qui était Michael Schumacher, qui effectivement fait partie de l'histoire de la Formule 1 à tout jamais. Mais je ne serais pas mécontent, je vous le dis aussi franchement, quand Lewis Hamilton, peut-être, sera 8 fois champion du monde et qu'il aura effectivement battu Michael Schumacher. Le fait est que Hamilton ait battu les records de Schumacher, à part le dernier du nombre de titres, ça me fait quand même plutôt plaisir parce que je trouve qu'Hamilton est quand même plus classe et plus réglo malgré tout en piste que ne l'a été Michael Schumacher. Mais ce que vit Schumacher, évidemment, c'est terrible et je suis de tout cœur avec sa famille et on espère tous qu'évidemment ces journées soient pas une torture permanente, mais ça on ne le saura peut-être jamais. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop bavard et que je vous ai pas trop ennuyé. Je remercie vraiment tous mes amis qui étaient avec moi là par les commentaires et qui m'ont accompagné dans ce Facebook Live. J'espère, j'ai l'impression que ça passait pas mal au niveau vidéo et son, tant mieux. Voilà, c'était ma façon de différencier un petit peu les épisodes de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Bon, je vois bien par les derniers chiffres, que ce soit notamment sur Facebook et YouTube, que la petite communauté elle est bien, elle est soudée, elle a tendance à monter de façon régulière. Donc vraiment, merci de votre fidélité. De toute façon, on continue jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, facile, parce que les Grands Prix s'enchaînent toujours, il y aura toujours des choses à dire. Je vais essayer de vous reproposer quelques entretiens d'ici la fin de l'année. Il faut s'organiser, mais bon, voilà. Merci Alexis qui me remercie, c'est sympa. Hilario, c'était un plaisir de t'avoir aussi. Alban, Roland, tous les autres, merci à vous d'avoir été là. Et puis, écoutez, pour un prochain Facebook Live, on verra si on pourra se trouver une nouvelle thématique. Mais en tout cas, donc, je vais vous quitter là et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 103 de l'Afterlap qui sera consacré au Grand Prix de Russie et à la victoire de Valtteri Bottas. Hein, j'ai dit quelque chose là qu'il fallait pas dire. Bon, on verra, pas sûr, hein, dans le contexte actuel. Bon, allez, portez-vous bien, la santé avant tout. On en a suffisamment parlé ce soir. Et puis, écoutez, à très bientôt et ciao et vive le sport automobile. Salut!